Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Devenir humaniste, mode d'emploi, maîtriser quelques langues du latin, du grec, de l'hébreu et aussi une langue de tous les jours. Disposer d'une belle bibliothèque, Gargantua de Rabelais, les essais de Montaigne, les sonnets de Louise Labbé. Adorer Dieu, mais s'interroger sur le destin des humains, à placer au centre des préoccupations, des lectures, des études, du savoir, mais aussi sortir, aller voir le monde et pratiquer une activité physique, une, deux, flexion, extension, humanisme, la transmission des savoirs à la Renaissance. Université radiophonique internationale. Ouvrez Gargantua. Quels en sont les chapitres essentiels? Entre la tendance française et la tendance latine, le XVIe siècle se débattit dans une espèce d'équivoque sur laquelle disputent encore les historiens. Je veux que tu saches par cœur les beaux textes et me les confères avec philosophie. Savons-nous par cœur les beaux textes? Christine Bénévent, bonjour. Bonjour. Il se passe quelque chose pour l'éducation à la Renaissance. Alors la Renaissance toujours complexe à définir, disons un XVIe siècle étendu. Oui, bien sûr. Enfin, l'humanisme a été vraiment un mouvement qui a placé la pédagogie au cœur de ses préoccupations. L'idée que l'homme devient homme par l'éducation, par l'érudition qui la sort de l'état de rude, de l'état de bête. Donc évidemment, la Renaissance a été absolument centrale pour réfléchir aux enjeux pédagogiques. Les enjeux pédagogiques et des enjeux pédagogiques qui concernent une partie de la population ou toute la population. Évidemment, c'est une question qui va nous intéresser aujourd'hui avec vous, Eliane Viennot. Bonjour. Bonjour. L'humanisme... Est-ce que ça concerne vraiment tout le monde? Est-ce qu'on est dans un univers, quand on évoque l'éducation, qui concerne uniquement une élite, souvent proche de l'aristocratie, souvent proche du clergé? Ou est-ce que avec l'humanisme, ça s'étend? Non, on est quand même encore dans un cercle assez étroit, des gens lettrés, des gens qui sont des universitaires, qui travaillent au service du pouvoir, et le mot homme est à prendre au sens de homme. Oui, parce que ce mot-là est à définir grandement. C'est vrai que dans humanisme, on l'entend. Qu'est-ce qu'on entend dans humanisme? En fait, on a de l'humain. Mais ça veut dire quoi ici, cet humanisme? C'est l'idée que l'humain est au centre des préoccupations. C'est peut-être ça qu'il faut mettre en avant? Alors c'est évident que l'homme occupe une place centrale dans la pensée humaniste, mais aujourd'hui on ne prétend plus que l'homme a pris la place de Dieu, par exemple. C'est la question de la religion demeure fondamentale, la foi en Dieu demeure fondamentale, mais il y a une vraie préoccupation effectivement pour la formation de l'être humain. Donc il y a ce mot d'Erasme qui est un petit peu le credo humaniste. On ne naît pas homme, on le devient, que Simone de Beauvoir a repris et réaménagé en disant qu'on ne naît pas femme, on le devient. Et donc l'idée, c'est qu'à la naissance, le petit humain n'est qu'une virtualité d'homme et que c'est une bonne éducation, bien orientée, qui va en faire un homme à part entière. Voilà. Ah bah oui, parce qu'il y a tout un travail à faire autour de cet humain avec toute la réflexion sur la naissance même de l'humanisme. Christine Bénévent, vous êtes professeure d'histoire du livre et de bibliographie, directrice d'études à l'École nationale des chartes, et vous avez toute cette réflexion autour de ce monde-là, de l'éducation, de la pédagogie. Est-ce que l'on peut dire que comme tous ces mouvements qui nous intéressent, même artistiques, ça naît d'Italie? Oui. C'est encore italien. Oui, alors même Mélenchon ou Erasme reconnaissent vraiment la dette à l'égard de ce qui se passe en Italie au XIVe et au XVe siècle. Ce sont vraiment les hommes de lettres, les humanistes, les maîtres d'école italiens qui initient ce mouvement qui va s'étendre à l'ensemble de l'Europe, même si ensuite il y aura des divergences dans certains aspects de l'humanisme entre ce qu'on appelle un peu l'humanisme du Nord et cet humanisme venu d'Italie. Mais alors pourquoi l'Italie? Pourquoi l'Italie? Alors,
l'Italie est vraiment la terre qui se reconnaît comme l'héritière de l'Antiquité classique. Rome, évidemment. Donc, il y a vraiment un côté de transmission d'un héritage qui renaît en Italie. Et puis, évidemment, l'Italie, c'est aussi un lieu où ça circule beaucoup. Enfin, les réfugiés byzantins arrivent à Venise. C'est quand même, et avant même cette arrivée-là, il y a beaucoup de circulation. Et donc, il y a une effervescence intellectuelle phénoménale en Italie. Oui, c'est ça. Après la prise de Constantinople, voilà que certains Byzantins arrivent avec sous le bras quelques manuscrits. Voilà. En grec ? Tout à fait. Faut le lire, le grec. C'était une évidence à ce moment-là. Donc, on est sur un XIIIe siècle et puis dans les temps qui suivent. Dans ce moment-là, quand un manuscrit en grec arrive, est-ce qu'on peut vraiment le lire ? Ou est-ce qu'il y a besoin de réapprendre le grec ? Alors, les humanistes prétendent que le grec a été totalement abandonné pendant le Moyen-Âge. C'est sans doute en grande partie vrai. Beaucoup de choses sont à reconstruire. Et donc, ce sont effectivement les réfugiés byzantins qui vont apprendre, se faire les pédagogues de leur langue pour permettre aux Européens de reconstruire ce savoir qui constitue un aspect absolument fondamental de l'humanisme. L'intérêt pour le grec, le désir d'apprendre le grec, le fait que le grec est nécessaire aussi pour aborder les textes bibliques, le Nouveau Testament, pour pouvoir le retrouver dans sa version originale, il faut savoir le grec. Est-ce que l'on peut associer tout cela au commerce? Parce que l'Italie, du Nord principalement, connaît des réseaux commerciaux, des réseaux bancaires. Est-ce que cela peut expliquer pourquoi une nouvelle pédagogie naît dans ce territoire? Alors, c'est une question à laquelle il est assez difficile de répondre. C'est sûr que le commerce favorise la circulation des hommes, la circulation des manuscrits, la circulation des objets. Et c'est sans doute un fait avéré que les marchands, les banquiers sont aussi des hommes nouveaux qui demandent, qui réclament de la culture et qui donc vont faire appel effectivement à des hommes de lettres pour parfaire leur savoir. Donc il y a sûrement une demande. En tout cas, c'est sûr que ce sont dans les centres commerciaux, marchands, industriels de l'Italie que la naissance de nouvelles écoles a eu lieu. Donc ça répondait certainement à une demande de cette couche sociale. Avec d'autres écoles qui sont créées par la suite et toujours cette même préoccupation. Le latin, c'est bien, mais d'autres langues, c'est pas mal non plus. La discipline scolastique est une discipline fondée sur l'autorité, tandis que la discipline de l'humanisme est une discipline essentiellement critique. Mais il est certain que ceci vient du seul fait qu'on crée en marge de l'université des chaires qui n'y avaient pas leur place. Et c'est dans cet esprit que le roi, trouvant qu'on n'enseigne pas le grec ou qu'on l'a enseigné de façon intermittente, de façon insuffisante, crée non pas tant des chaires de latin, le latin c'est moins urgent, mais il crée tout de suite 3 chaires d'hébreu, 2 chaires pour le grec, et c'est seulement quelques années plus tard, en 1534, qu'il crée une chaire supérieure de latin, une chaire d'élégance latine, si l'on peut dire. Mais il n'y a pas encore de local. Non, il n'y a pas de local. Il n'y en aura qu'à partir de Louis XIII. C'est ça. Le logis du Collège de France viendra tardivement, mais à l'époque de François Ier, il s'agit d'espèces de francs-tireurs qui sont envoyés pour enseigner les disciplines nouvelles. Marcel Bataillon, administrateur du Collège de France, qui s'exprimait en 1959 à propos du Collège de France que le roi François Ier a fondé en 1530. Et on l'entend ici, j'aime beaucoup cette idée de francs-tireurs qui vont ici et là donner des cours de grec et d'hébreu. C'est ça l'humanisme, c'est accéder à d'autres savoirs, à d'autres langues. Il y a cette effervescence que l'on associe d'ailleurs dès qu'on prononce le mot humanisme, l'envie de savoir, l'envie de connaître. Oui, alors c'est vrai que l'humanisme a d'abord trouvé à s'exprimer en marge de l'université, qui n'était pas du tout favorable au grec et à l'hébreu. Et donc, à côté de l'université, on avait fondé des fondations pour les étudiants pauvres qui sont les collèges, qui normalement servaient seulement à accueillir des étudiants, à les loger, à les nourrir. Et puis, c'est là que se glisse un peu l'enseignement nouveau. Et c'est sans doute un peu ce modèle qui inspire la création de plusieurs collèges trilingues à travers l'Europe. Le Collège de France, le Collège royal
original n'est pas le premier. Il y a Louvain qui précède. Et l'idée, c'est effectivement d'enseigner ces 3 langues estimées indispensables aux études théologiques. Après, en réalité, assez peu d'hommes de la Renaissance sont arrivés à maîtriser suffisamment l'hébreu pour pouvoir l'appliquer de façon philologique au texte. Quelle place pour le français dans cette histoire-là ? Eliane Viennot, nous évoquons de toutes ces langues, toute cette transmission des savoirs. En fait, c'est le côté pluriel, j'ai l'impression, qui fait l'humanisme. Nous ne sommes pas sur une lecture simple avec du latin et de la théologie. C'est l'effervescence, ça peut aller dans tous les sens. C'est peut-être aussi pour ça que c'est difficile à définir l'humanisme. Oui, ça part un petit peu dans tous les sens, et puis je pense qu'il y a eu cette chance, qui est à la fois une chance et qui s'explique, qui est l'invention de l'imprimerie, la mise au point de l'imprimerie, qui a permis de mettre à la disposition des lettrés et même d'un public de plus en plus large de textes qui étaient extrêmement difficiles d'accès avant, les livres sont devenus beaucoup moins chers qu'avant, on a pu les reproduire en un nombre important, et donc de nouveaux publics ont pu s'intéresser, des publics urbains, effectivement, souvent, aristocrates, ont pu s'intéresser, et voilà, ça fait un peu boule de neige, ces nouveautés. Et puis l'imprimerie, c'est important parce que puisque cela touche de nouveaux publics, ça développe même les centres d'intérêt. Il y a un public, il faut répondre à des demandes. L'imprimerie touche tout le monde. Les libraires et les imprimeurs sont des commerçants, des marchands et des industriels. Et je crois que ce phénomène est un de ceux qui peut expliquer l'aspect vulgarisateur de l'humanisme, car très nettement, on voit ce qui se passe au cours du XVIe siècle. Les imprimeurs impriment des livres latins et révèlent l'Antiquité latine. Un beau jour, le marché est saturé. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent brutalement, en l'espace de 5 ou 10 ans, au grec. Et ils se mettent à imprimer des ouvrages grecs vers 1520-1530. Et puis, ils cherchent encore un nouveau marché. Et à ce moment-là, ils ont tendance à imprimer de plus en plus des ouvrages en langue vulgaire. Et à ce moment-là, d'ailleurs, ce qui est assez curieux, en publiant des livres en langue vulgaire, les imprimeurs atteignent un nouveau public, qui est un public qui ne demande pas mieux précisément que de s'intéresser à cette époque aux choses de l'esprit. C'est le public des femmes qui n'apprend pas le latin. Peut-être faudrait-il rappeler aussi qu'il y a des gens qui, à une certaine époque, ne savaient pas lire, et que l'imprimerie a eu une influence d'encouragement, n'est-ce pas, dans le fait qu'elle a invité les gens à apprendre à lire. Henri Jean Martin qui s'exprimait au propos de l'imprimerie avec Verdun-Léon Saulnier, donc les historiens dans l'analyse spectrale de l'Occident en 1959, l'imprimerie qui touche les femmes. Eliane Viennot, vous êtes professeure émérite de littérature française de la Renaissance à l'université Jean Monnet Saint-Étienne, et ici on touche quelque chose de très fort. Ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, qui est notre héroïne, c'est Louise Labbé. Est-ce que l'on peut imaginer que Louise Labbé, quand elle commence à lire, bénéficie de cette révolution qu'est l'imprimerie? Alors elle, comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire que les livres sont entrés dans les maisons des gens qui avaient les moyens et qui s'y intéressaient. Souvent ce sont des hommes, évidemment, qui achètent les livres, mais une fois que les livres sont dans la maison, ils sont lus par les femmes, par les enfants, donc il y a eu une acculturation importante des femmes, notamment des villes, avec l'imprimerie, avec les livres. Alors on sait très très peu de choses en fait sur l'éducation des filles. C'est pas prévu l'éducation des filles. Les humanistes ne pensent pas spécialement. Ils parlent de l'homme. Voilà, c'est évidemment un homme dans leur tête, mais ils ont des filles. Parfois ils n'ont que des filles, comme Jean Morel, voilà. Et donc ils éduquent leurs filles finalement comme s'ils auraient aimé éduquer leurs fils. Donc on a de très grandes savantes, des filles d'humanistes, Thomas More, etc., à des filles extrêmement savantes. Mais plus largement dans les milieux urbains, les filles arrivent à accéder, celles que ça intéresse bien entendu, à accéder au savoir. On pense par exemple que Marie de Gournay est une pure autodidacte, et elle a fini par pas fini, mais à un moment assez rapide dans sa vie, elle était traductrice de latin. Donc voilà, on sait pas grand-chose, mais on a des résultats qui nous prouvent
que les femmes, une certaine partie des femmes, bien entendu, pas toutes les femmes, ont profité de cette comment dirais-je, de cette arrivée des livres dans le marché, on va dire, hein, et même elles en ont profité pour écrire elles-mêmes. Et là, on retrouve l'aspect commercial. Les imprimeurs se moquent complètement du sexe des gens qui écrivent, du moment que ça marche, du moment que c'est des bons livres. Donc, elles ont eu là des alliés, ce que moi j'appelle des alliés objectifs, qui ont bien voulu d'abord recevoir l'aide des femmes qui voulaient bien traduire, même en restant un peu dans l'ombre, mais surtout celles qui ont porté leurs œuvres chez les imprimeurs. Si c'était bon, ils ont imprimé, et c'est le cas de Louise Labbé. Oui, c'est ça, c'est de la stratégie. Hein. L'histoire culturelle, c'est aussi de l'histoire de l'économie. Et puis un livre, s'il est imprimé, c'est pour être vendu. Christine Bénévent. Oui, je voulais simplement ajouter que dans le milieu de l'imprimerie, justement, les femmes ont joué un rôle très important au sein des ateliers d'imprimeurs. Elles intervenaient auprès de leur mari, elles maîtrisaient souvent le latin, enfin, elles étaient capables de prendre la suite. Et justement, c'est un métier dans lequel des femmes ont pu exercer en autonomie, pourvu que leur mari soit mort à un moment où elles ne pouvaient pas forcément en épouser un autre. C'est-à-dire que si elles étaient suffisamment âgées, elles n'étaient pas contraintes de se remarier. Et donc, on a plusieurs figures remarquables de femmes imprimeurs, veuves, qui ont poursuivi avec beaucoup de talent et beaucoup de réussite l'œuvre de leur mari. C'est vrai, on le voit souvent, veuve, machin, pour dire que c'est elle qui a repris, mais ce qui veut dire que imprimeur, pour le rappeler dans ce moment-là, c'est pas simplement imprimer le livre, il y a tout le travail de préparation du texte, hein, c'est imprimeur-éditeur aussi. Oui, et on a des familles, on connaît des familles comme les Estiennes où les femmes travaillent bien avant d'être veuves, si jamais elles le deviennent. Elles travaillent, elles publient, elles traduisent, et puis elles sont extrêmement savantes. Hein, chez les Estiennes, on parle latin dans la vie quotidienne, hein, avec les gens de l'atelier, etc. Donc, et elles participent tout à fait. Et ensuite, souvent les filles d'imprimeurs épousent des imprimeurs, et donc elles deviennent imprimeuses à leur tour. Et elles peuvent effectivement devenir chefs d'établissement, hein, lorsque effectivement elles sont veuves. Oui, parce que c'est cette place des femmes dans la société qui nous intéresse et qui transparaît aussi à travers les écrits de ces femmes qui écrivent. Louise Labbé. Si nous ne sommes faites pour commander, nous ne devons pour autant être dédaignées comme compagnes, tant en affaires domestiques que publiques, de ceux qui nous gouvernent et se font obéir. Et outre la réputation que notre sexe en recevra, nous aurons valu au public que les hommes mettront plus de peine et d'études aux sciences vertueuses, de peur qu'ils n'aient honte de se voir précédés par celles desquelles ils ont toujours prétendu être supérieurs en tout. Quand il advient que nous mettons par écrit nos conceptions, bien que notre cerveau, pris par une infinité d'affaires, court et remue, même longtemps après, reprenant nos écrits, nous revenons au même point et à la même disposition où nous étions. Lors, nous redouble notre aise, car nous retrouvons le plaisir passé que nous avions eu en la matière que nous écrivions ou en l'intelligence des sciences auxquelles nous nous étions adonnés. Épître dédicatoire à Mademoiselle Clémence de Bourges, lu par Frédéric Labussière dans le cours de l'histoire, avec un texte, Eliane Viennot, je vous voyais sourire, qui date de 1555, en tout cas pour sa publication, et qui a un écho jusqu'à aujourd'hui à la pertinence de ce qu'écrivait Louise Labbé. On le comprend sur la place des femmes, ce n'est pas uniquement la place des femmes en tant qu'autrice, ici c'est beaucoup plus large. C'est très difficile d'être autrice à ce moment-là. Alors c'est difficile parce que c'est pas prévu.
parce que la parole publique appartient aux hommes depuis l'Antiquité, mais ça devient possible. Alors il y avait déjà des princesses qui écrivaient de la poésie, voilà, depuis longtemps, mais à la Renaissance, on a, grâce à une princesse en particulier, grâce à Marguerite de Navarre, qui a vraiment ouvert toutes les portes. Parce que c'est la sœur du roi, on est dans un milieu où normalement les femmes n'écrivent pas grand-chose d'autre que de la poésie, une petite chose gentille. On est dans un milieu où on ne publie pas. Enfin, les grands aristocrates ne portent pas leurs écrits chez l'imprimeur. Elle le fait et elle défend des idées. C'est pas seulement, elle fait pas juste comme ça des petites choses charmantes, mais elle a des idées féministes, elle a des idées religieuses. Donc cette femme qui a beaucoup publié, qui est une des premières princesses vivantes, il y en a une ou deux avant, mais c'est une des premières princesses vivantes dont les œuvres ont été imprimées. Elle le fait en alliance avec des imprimeurs, évidemment, et elle a ouvert la porte. Vraiment quelques années après ses premières publications, on voit des femmes parfaitement inconnues qui osent porter leurs ouvrages chez des imprimeurs et qui sont imprimés, comme Élisène de Crène, par exemple, qui doit être la suivante. Oui, le fait d'être la sœur du roi François Ier, ça aide. Ça aide beaucoup, oui. Il y a un effet de modèle, voilà, de cette nouveauté. Elle est derrière aussi à l'ouverture du Collège de France, etc. Enfin, elle a une position à la cour. C'est vraiment quelqu'un qui fait à la fois de la politique et évidemment la politique culturelle, est en grande partie dans ses mains et dans ceux de son frère, dans celle de son frère. Et donc voilà, elle a un rôle absolument majeur pour donner l'impression que oui, c'est possible aujourd'hui. On est dans la nouveauté. C'est possible pour les femmes d'écrire, de créer et de participer à la parole publique. Éliane Viennot, vous êtes l'autrice de 16 études sur Marguerite de Valois, ses proches, son temps, son œuvre, son mythe publié chez Classique Garnier. Cette personne, Marguerite de Valois, la sœur du roi, est un cas particulier, mais il y en a d'autres. Et quand on accumule les cas particuliers, on voit une tendance générale. Et c'est en cela que la Renaissance est intéressante. Il n'y a pas que Marguerite de Valois et que Louise Labbé. Alors, cette Marguerite de Valois, c'est pas Marguerite de Navarre, c'est sa petite nièce. Donc, c'est l'épouse d'Henri IV. Mais on est dans la même famille d'abord, et on est dans cet héritage des femmes lettrées de la princesse, de la famille royale, qui ont. Alors, on est plus tard, bien entendu. On est à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Mais c'est on va dire entre les deux princesses. Deux générations différentes, il y a eu une floraison d'œuvres de femmes qui ont été publiées. Christine Bénévent, malgré tout, il n'y a pas de formation pour les femmes. Il n'y a rien de destiné directement aux femmes dans cette formation-là. Ce qui nous permet aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, puisque nous réfléchissons à la transmission des savoirs à la Renaissance, de penser la manière dont étaient éduqués les plus jeunes. Mais les plus jeunes garçons, bien sûr, à la base. Comment ces femmes qui deviennent autrices ont-elles appris simplement à lire, à écrire ? Alors, il y a quand même quelques textes, mais rares, qui évoquent les femmes. Il y a un traité d'éducation italien de Bruni, qui est adressé à une femme et qui donc évoque un petit peu la question de l'éducation des femmes. Il y a le livre de Vives, qui donc l'institution de la femme chrétienne, alors à qui on reproche un petit peu finalement de rester dans les rôles habituels de la femme, la vierge, l'épouse, la veuve, mais n'empêche que c'est quand même le premier texte qui s'intéresse vraiment à la femme en tant que telle et à la question de son éducation. Et en fait, ces préoccupations reflètent un petit peu le statut qu'on accorde à la femme dans la société, évidemment. Et donc, comme le disait Éliane Viennot, ce sont souvent des filles qui ont bénéficié d'une éducation destinée aux garçons, qui ont pu émerger. En même temps, on note, il y a un phénomène, par exemple, qui est assez intéressant à noter, qui a été observé par Mark Smith. C'est que quand on a des autographes d'hommes ou de femmes, notamment des correspondances de la Renaissance, l'écriture des femmes est très différente de celle des hommes et elle est manifestement plus simple à mettre en œuvre. Donc il y a vraiment l'idée de donner un outil
peut servir, mais on n'est pas dans l'écriture qui affirme le pouvoir, qui affirme le prestige. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant. C'est très intéressant d'imaginer que, d'accord, on apprend à écrire aux petits garçons, aux petites filles, mais ce n'est pas exactement la même écriture. Mais d'ailleurs, quand on dit qu'il y a un changement, j'ose pas dire révolution pédagogique, dans cette renaissance étendue qui nous intéresse, c'est quoi le changement ? On passe de quoi à quoi ? Alors, les humanistes, en fait, ont eu à cœur de noircir, enfin, on l'a dit hier, de noircir le tableau antérieur. Donc, ce à quoi ils s'opposent, c'est ce qu'on appelle la scolastique, c'est-à-dire une méthode, enfin, une discipline qui associe la théologie, la logique et la philosophie, qui, en fait, tente de réconcilier la révélation divine et la philosophie antique, en particulier Aristote, en mobilisant justement les catégories d'Aristote pour interroger les textes bibliques notamment. Et donc c'est un procédé assez systématique, assez déductif, dans lequel on pose des questions un petit peu toutes faites. Excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Vous avez trouvé un livre. Voilà, j'ai trouvé un livre parce que je voulais vous lire un petit passage en fait. Donc c'est des questions systématiques qui sont posées au texte, au sein de la scolastique, et Erasme s'en moque dans l'Éloge de la folie, en donnant des exemples de ces questions. Y a-t-il un instant dans la génération divine ? Y a-t-il plusieurs filiations dans le Christ ? La proposition Dieu le Père déteste son Fils a-t-elle un sens ? Dieu aurait-il pu prendre pour suppôt une femme, un diable, un âne, une citrouille, un caillou ? Et alors, comment la citrouille aurait-elle prêché, fait des miracles, été fixée à la croix ? Donc ça, c'est vraiment la façon dont les humanistes ridiculisent le savoir antérieur, qui est vraiment fondé sur la logique, la déduction, les questions systématiques. Et ce que les humanistes entendent revendiquer face à ça, c'est vraiment un souci du langage, mais d'un langage agissant, d'un beau langage. Et on a parfois dit que l'humanisme était rhétorique par opposition à la philosophie qui régnait au Moyen-Âge. Mais c'est vraiment un usage du langage et l'idée que le langage fait l'homme et donc on doit lui accorder toute l'attention. Donc l'enseignement va être essentiellement orienté, en tout cas au départ, vers la grammaire et la rhétorique. Oui, c'est ça, on retrouve les langues, mais il n'y a pas que cela. Par quoi, mon fils, je t'admoneste, qu'emploie ta jeunesse à bien profiter en études et en vertus. Tu es à Paris, tu as ton précepteur Épistémon, dont l'un par vives et vocales instructions, l'autre par louables exemples, te peut endoctriner. J'entends et veux que tu apprennes les langues parfaitement. Premièrement la grecque, comme le veut Quintilien. Secondement la latine. Et puis l'hébraïque pour les saintes lettres. Et la chaldaïque et arabique pareillement. Et que tu formes ton style quant à la grecque à l'imitation de Platon, quant à la latine à Cicéron. Qu'il n'y ait histoire que tu ne tiennes en mémoire présente, à quoi t'aidera la cosmographie de ceux qui en ont écrit. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique et musique, je t'en donnais quelques goûts quand tu étais encore petit, en l'âge de 5 à 6 ans. Poursuis le reste, et d'astronomie saches-en tous les canons. Laisse-moi l'astrologie divinatrice et l'art de Lullius comme abus et vanité. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes, et me les confères avec philosophie. Une lettre de Gargantua à Pantagruel, lue par Roger Brett, c'est Rabelais évidemment. Ici, il y a vraiment le panorama de tout ce qu'il faut faire, et c'est sûr que évoquer l'humanisme et l'éducation au temps de la Renaissance, sans citer Rabelais, c'est une erreur absolue parce que il offre clé en main, on va dire, ce que tous ceux avant lui ont pu penser de cette éducation. Oui, c'est une lettre absolument remarquable, alors qu'on peut mettre en relation avec la lettre que Garino de Vérone, qui était évoquée hier, ce pédagogue italien du XVe, a écrit à son propre fils. Il y a cette idée qu'il n'a pas bénéficié de la même chance que son fils. Aujourd'hui, le savoir est à disposition. Alors, évidemment, le programme que Gargantua prépare pour Pantagruel est phénoménal. C'est un programme de géant, évidemment, mais ça met vraiment en jeu l'encyclopédie, qui est un terme qui a été forgé, enfin en tout cas adapté en latin puis en français par Guillaume Budet. Et paideia, c'est le terme grec que Cicéron a traduit par humanitas. Donc c'est tous les processus qui font de l'enfant
un homme. Et l'idée, c'est de parcourir tout le cercle, Ankuklos, de ces savoirs pour se former. Et donc, on revient à cette effervescence, cette curiosité tous azimuts qu'on évoquait précédemment. Le programme dessiné par Gargantua, c'est tous les 7 arts libéraux, le trivium, le quadrivium, et puis la théologie, le droit, la médecine, qui sont les 3 facultés supérieures de l'université. Donc, on couvre tout. Christine Bénévent, je me permets, malgré tout, on a tout à l'heure évoqué le commerce, mais par exemple, pour un fils d'un commerçant italien, d'un bourgeois d'une cité italienne, pas besoin de savoir tout ça. Mais quand même, il y a besoin de savoir des choses. Est-ce que l'on voit une distinction qui s'opère dans ce qu'il faut apprendre aux enfants selon l'utilité pour la suite de leur carrière ? Oui, bien sûr. Enfin, il y a évidemment un certain nombre de personnes qui suivent ces enseignements qui ont un but utilitaire assez précis. Les humanistes ont tout à fait conscience, d'ailleurs, de cette dimension utilitaire, et ils produisent aussi des ouvrages visant à donner, ils le disent eux-mêmes, une teinture de l'ensemble de ces savoirs, qu'on n'est pas obligé de tout savoir à fond, mais voilà que pour mettre en œuvre un savoir en société, on peut en avoir une petite teinture, et donc on rédige des abrégés, des petits résumés, notamment à l'intention des princes qui n'ont pas le temps de lire tout en détail, et donc on va leur livrer des petits ouvrages clés en main pour pouvoir le faire. Oui, puis dans la production littéraire, là aussi, cette effervescence, cette variété de formes que nous avons évoquées, c'est ce que l'on retrouve. Il y a tant et tant de choses à dire, et ce n'est pas simplement des traités qui s'inspirent des antiques. Il y a de la poésie, il y a tout type de forme, Eliane Viennot. Oui, justement, dans ce sujet de qu'est-ce qu'on fait avec tout ce savoir, pour autant qu'on ait réussi à l'acquérir, il faut pas oublier que ces étudiants, ces profs aiment bien être des pédagogues, et donc ils sont, ça doit faire partie de leur des à côté, on va dire, de leur métier. Ils sont pas juste des grands intellectuels prêchants, mais il y a des moyens intellectuels. Tous ces gens trouvent du travail, notamment dans les familles, pour être les pédagogues et pour enseigner aux enfants. Et c'est comme ça qu'on a des bourgeois, des gens dont on effectivement se demande est-ce qu'il y avait vraiment besoin qu'ils apprennent tout ça. Mais oui, ils ont appris tout ça, et pour les femmes, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que des filles de familles qui ont eu, dont les parents ont eu envie d'employer ces pédagogues, ces nouveaux savants, ces nouveaux universitaires, enfin voilà, qui avaient besoin de gagner un peu d'argent, de se mettre un peu d'argent de côté. Donc des gens auxquels on n'imagine pas qu'ils aient pu avoir ce savoir, mais il vient de là. Il vient de ces savants, de ces pédagogues qui ont trouvé du travail dans des familles bourgeoises, dans des familles aristocratiques, et qui ont pu permettre à, je ne sais pas, par exemple, Élisène de Crène, Marguerite Briet, dont je parlais tout à l'heure, qui est peut-être qui commence à publier dans les années 36, quelques années seulement après que Marguerite de Navarre a ouvert les portes. On ne se connaît même pas cette famille. Enfin, je veux dire, ce sont des gens du Nord, parfaitement inconnue, et elle est latiniste, elle publie, elle a des œuvres, elle est une des premières, si ce n'est la première d'ailleurs, à publier un texte qui s'appelle Œuvre, enfin un livre qui s'appelle Œuvre de Madame Élisène, voilà, et on se dit mais où, et c'est la même chose pour Louise Labbé, où a-t-elle appris tout ça ? Elle a appris tout ça parce qu'elle a dû avoir des parents qui ont embauché 1 ou 2 ou 3, je ne sais pas, de ces nouveaux savants. Oui, et d'ailleurs le préceptorat privé constitue sans doute la principale source d'enseignement pour les femmes. Dans l'enseignement collectif, elles ne peuvent pas y aller, c'est sûr. Voilà, on s'adresse uniquement aux hommes. Et c'est vrai que les précepteurs privés ont aussi considérablement bénéficié des effets de l'imprimerie, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre en œuvre une pédagogie assez innovante pour un petit nombre d'élèves, mais ils peuvent faire connaître le contenu de cette pédagogie à travers les traités pédagogiques qu'il publie. Et Erasme, par exemple, a donné des leçons privées qui ont nourri ses colloques, ses différents traités, l'art d'écrire les lettres, etc. Voilà, c'est à travers l'imprimerie qu'il a aussi pu
et s'aimer, faire. Mais ça se passe en marge de l'université. Ce que je vous entends nous raconter depuis tout à l'heure avec le Collège de France, qui n'est pas un lieu dans un premier temps, mais ce sont des gens qui vont dans les différents collèges. On entend ici ces précepteurs qui vont à domicile. Ça se passe en marge de l'université, non ? On peut le dire, cet humanisme ? Complètement. Enfin, il y a vraiment une opposition entre l'humanisme et l'université. Enfin, l'université fait vraiment figure de bastion du conservatisme, refusant justement l'enseignement du grec, l'enseignement de l'hébreu. Et c'est en partie sur ces arguments que Guillaume Budet défend auprès de François Ier la nécessité de fonder le Collège royal. C'est parce que l'université refuse d'instituer les chaires de grec qu'il réclame, refuse de donner à la grammaire et à la rhétorique la place qu'elle mériterait. Elle reste cantonnée à la faculté des arts, donc au premier niveau de l'université, et la faculté de théologie de Paris constitue un des ennemis jurés des humanistes. Et d'ailleurs, elle condamne les premiers écrits de Marguerite de Navarre. D'accord. Donc là, on a vraiment, comme vous venez de le dire, le bastion du conservatisme. Absolument. C'est la théologie avant tout, ces nouvelles méthodes. Évitons-les. Et alors, quant aux femmes, mais qu'elles n'aillent pas apprendre ces langues, le latin ou le grec, devenir humaniste, mode d'emploi. Un petit madrigal dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Laurence Millet, avec aujourd'hui à la technique Guillaume Ficheux, un madrigal de Maddalena Cassulana qui, au XVIe siècle, a composé cette musique luthiste. Est-ce que, Eliane Viennot, on peut dire que dans cette parole, prise par les femmes, il y a malgré tout des genres dans lesquels elles demeurent cantonnées. Là, on entend ce joli madrigal, la poésie aussi, on pense à Louise Labbé. Est-ce que dans cette effervescence de création, sous toutes les formes, malgré tout, il n'y a pas des secteurs dans lesquels les femmes ne peuvent pas s'aventurer ? Alors, il n'y a pas encore de normes, comme on va aller voir se faire au XVIIe siècle, comme quoi les femmes doivent rester dans le genre de l'intime, du roman, des lettres, etc. Et les femmes qui ont écrit au XVIe siècle, tout début du XVIIe siècle, vraiment couvrent beaucoup de genres. Alors évidemment, il y en a certains qui leur sont fermés parce qu'elles n'ont pas appris le latin, parce qu'elles n'ont pas appris le grec, elles ne peuvent pas faire des traités savants en latin, mais encore que certaines des filles Morel publient en latin, mais pas des traités savants longs. Mais en fait, on est vraiment étonné de voir le nombre de genres qu'elles couvrent. Elles publie des textes, évidemment, de la poésie, mais c'est même pas le principal. La fiction, c'est même pas le principal. Elle publie des récits, elle publie de la politique, des textes politiques, des textes pédagogiques, des textes philosophiques. Donc, on n'est pas encore dans la période où on va leur dire non, il y a des genres pour vous. On veut bien, ok, vous tolérez dans certains domaines, mais donc, en fait, tout ce qu'elles peuvent faire, elles le font. Oui, parce que
si une femme écrit sur l'amour, c'est le cas de Louise Labbé, ce n'est pas ce genre-là, la poésie amoureuse, qui est spécifiquement féminin. Ronsard écrit aussi sur l'amour. Elles s'inscrivent dans un genre qui plaît beaucoup à ce moment-là. Un sonnet de Louise Labbé. Ne me blâmez pas, dame, si j'ai aimé, si j'ai senti 1000 torches ardentes, 1000 supplices, 1000 douleurs mordantes. Si j'ai consumé mon temps à pleurer, hélas, n'entachez pas ma réputation. Si j'ai commis des fautes, les peines sont bien là, n'aiguisez point leurs pointes violentes. Mais songez qu'amour, à point nommé, sans que vous ayez l'excuse d'être la femme d'un Vulcain, sans pouvoir accuser la beauté d'un Adonis, pourra, s'il le veut, vous rendre plus amoureuse, en ayant moins que moi d'occasion et plus d'étranges et fortes passions. Et gardez-vous d'être plus malheureuse. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Frédéric Labussière qui nous disait ce sonnet de Louise Labbé. Nous sommes au milieu du XVIe siècle avec ce sonnet, avec les œuvres de Louise Labbé. La première édition, c'est 1555. Oui. Eliane Viennot, qu'est-ce que la querelle des femmes dans cette histoire ? Alors, la querelle des femmes, c'est un débat qu'on voit émerger à partir du XIVe siècle, d'abord entre hommes, évidemment, qui justement porte sur est-ce que tout le monde peut profiter de la science, du savoir. Et non, il y a visiblement un gros débat parce que quelques hommes disent mais on ne comprend pas pourquoi les femmes ne pourraient pas être avec nous. On connaît des femmes très bien, très intelligentes, très savantes, on en éduque certaines. Pourquoi ne peuvent-elles pas aller à l'université ? Pourquoi ne pourraient-elles pas avoir les mêmes pouvoirs que les hommes ? Et d'autres disent, mais non, il n'en est juste pas question. Donc c'est un débat qu'on voit en fait qu'on voit se former, qui suit en fait la création des universités, hein, parce que là on sent bien qu'il y a la poule aux œufs d'or avec les universités. Si on a du savoir, on va pouvoir le monnayer, on va pouvoir entrer dans les parlements, on va pouvoir entrer dans les tribunaux, on va pouvoir faire du conseil auprès des puissants, etc. Et donc cette poule aux œufs d'or, eh bien, elle a été restreinte aux hommes chrétiens. Hein, c'est-à-dire que les juifs ne peuvent pas aller à l'université, les femmes ne peuvent pas aller à l'université. Il n'y a pas une querelle des juifs, on va dire, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de monde. Eux-mêmes ne sont pas assez nombreux en France. Les femmes sont la moitié de la population. Et puis, ils ont pas autant de défenseurs, on va dire. Hein. Très rares sont les défenseurs des Juifs, hein. Abélard un peu, mais voilà. En revanche, il y a des défenseurs des femmes. Et donc, il y a eu un débat qui naît et qui, à la Renaissance, il est extrêmement fort pour une raison que je vois, moi, d'abord parce que ça se développe, parce que l'université se développe, le savoir se développe, on a de nouveaux savoirs, on a pour les hommes de plus en plus de collèges, de plus en plus d'opportunités de se réaliser avec le savoir, un discours absolument extraordinaire sur le fait que avec la connaissance, on peut faire l'homme, etc., etc. Bon, alors pourquoi pas les femmes? Et ce qui est de plus, je dirais, encore plus cuisant pendant la période de la Renaissance, c'est qu'il y a des femmes au pouvoir. Hein, depuis la fin du XVe siècle, il y a Anne de France, la fille de Louis XI, il y a Louise de Savoie, la mère de François Ier, il y a la compagne d'Henri II, il y a la mère des derniers Valois. Donc il y a beaucoup de femmes au pouvoir qui autour d'elles ont des lettrés. Et évidemment, elles font travailler les lettrés pour faire défendre leurs droits alors à l'éducation. Donc il y a beaucoup un certain nombre, en tout cas, de ces hommes. Ils sont toujours minoritaires, mais souvent ils font partie des plus grands humanistes. Hein, Erasme, Thomas More, Corneille Agrippa en France, etc., qui travaillent
pour ces femmes à un moment donné de leur vie et qui défendent, qui font des traités pour dire les femmes devraient avoir la possibilité de faire comme nous. Donc c'est cela, cette querelle qui va durer en fait quasiment jusqu'à la fin du 19e siècle, puisque jusqu'à la fin du 19e siècle, on empêche les femmes d'aller à l'université. Hein. Alors on la retrouve encore aujourd'hui dans certains domaines, notamment celui de la langue, mais pour le reste, elle s'est éteinte, on va dire, puisque les femmes ont fini par acquérir les droits, les opportunités, les possibilités sociales, professionnelles des hommes. Mais quel combat quand on voit les réactions de certains lettrés. Ce sont des lettrés. Alors sont-ils proches des humanistes? Ça, c'est toute la réflexion que l'on pourrait avoir, parce que l'humanisme tel que nous le considérons aujourd'hui prend en compte nos préoccupations, et de se dire que porter la place des femmes, ça, c'est une préoccupation humaniste. Est-ce que on pourrait être humaniste au XVIe siècle en dénigrant les femmes et en écrivant le marteau des sorcières, par exemple? C'est-à-dire pour leur taper dessus. Oui, il y a des grands savants, hein, Knox en Angleterre, etc., qui sont du côté, ils sont divisés, ils sont absolument divisés. Mais alors voilà, après, qu'est-ce qu'on retient? On préfère les humanistes sympathiques aux humanistes pas sympathiques, mais il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal, et puis il y avait tous ces humanistes qui ont porté cette pédagogie, ces pédagogues d'ailleurs que vous avez pu croiser. Christine Bénévent, on les voit en Italie, on l'a dit, c'est là où on a ses premières réflexions, et puis ce développement ensuite dans toute l'Europe, l'imprimerie évidemment, qui accélère ce mouvement-là. Est-ce que dans ces écrits humanistes, la place des femmes est citée? Est-ce que cette querelle des femmes que l'on vient d'évoquer apparaît dans l'idée de pédagogie? Alors, je voudrais juste revenir sur un petit point. L'Italie, évidemment, hein, est le berceau de l'éducation humaniste, mais il y a quand même un mouvement parallèle aux Pays-Bas qui est assez important à souligner. Donc, c'est le mouvement des frères de la vie commune qui s'inspire de la Devotio Moderna, donc qui est vraiment ancré dans la foi, hein, mais en même temps, c'est un mouvement laïque et qui associe hommes et femmes. Et c'est quand même là, dans ce milieu-là, qu'Erasme, par exemple, a été formé, même si après il a un petit peu rejeté ça. Et donc là, on est pareil, 14e, 15e, alors sur des structures plutôt communautaires, de fidèles qui ne sont pas liés par des vœux, hein, mais qui construisent aussi un monde de savoir avec des exigences de savoir. Et donc, par exemple, chez Erasme, il a écrit un traité concernant la veuve chrétienne. Dans ses œuvres, il fait quand même une place aux femmes, mais faut reconnaître que ça reste quand même assez marginal. Et un des symptômes, c'est que dans sa correspondance, où il y a des centaines et des centaines de correspondants, on ne trouve que 6 femmes. Et parmi ces femmes, il y a les filles de Thomas More, justement, qui a eu soin, pour le coup, de procurer une éducation à ses filles. Mais donc, il y a voilà, quand même, on reconnaît une importance aux femmes, mais je pense que ça reste quand même assez marginal dans la réflexion. Et puis un grand humaniste comme Montaigne, par exemple, n'accorde pas une importance particulière aux femmes. Non, il a changé d'avis, Montaigne, à la fin de sa vie, notamment en choisissant Marie de Gournay pour être sa fille d'alliance. Mais c'est très compliqué de comprendre ce que veut dire Montaigne, parce qu'il dit jusqu'à la fin tout et son contraire, on va dire, parce qu'il est un sceptique, parce qu'il ne sait pas à quel moment il a raison, à quel moment il n'a pas raison. Mais en général, on peut dire, donc il y a des choses formidables sous la plume de Montaigne et des choses épouvantables jusqu'à la fin. Mais ce qu'on peut dire, c'est que s'il y avait vraiment eu une préoccupation pour que les femmes accèdent à cette poule aux œufs d'or, encore une fois, que devient le savoir à cette époque-là, on n'aurait pas attendu la fin du 19e siècle, vous voyez. Donc ça fait partie de temps en temps de leurs préoccupations. Parfois, des princesses leur demandent d'écrire quelque chose, ils le font. Est-ce que c'est une vraie préoccupation? Est-ce qu'ils avaient ça chevillé au corps? Certains oui. Corneille Agrippa a vraiment beaucoup mouillé la chemise pour ça, mais il a été jusqu'à défendre une sorcière. Et il a dû déménager à la cloche de bois. Mais voilà, on ne sent pas une vraie un vrai désir de changer les choses, on va dire. Voilà, je reprends votre expression, Eliane Viennot. Il a mouillé la chemise. Alors, dans le cas de Montaigne, c'est mouiller la chemise, mais simplement par l'activité physique.
Université radiophonique internationale. Les idées pédagogiques de Montaigne ont eu une fortune singulière. Il les a exprimées dans un essai dédié à une dame de la noblesse, et il avait en vue l'éducation d'un gentilhomme. 2 parties, dressage du corps, formation du caractère. Montaigne exige que le jeune homme pratique les exercices physiques les plus rudes. Ce n'est pas une âme, écrit Montaigne, ce n'est pas un corps qu'on dresse, c'est un homme. Quant à l'entendement et au caractère, Montaigne donne la première place à l'éducation morale et à la formation du jugement. C'est par là qu'il faut commencer. Viendront après logique, sciences physiques, géométrie, rhétorique. Outre les moralistes, il recommande de faire lire à l'enfant les historiens. Mais un des traits les plus originaux du système de Montaigne, c'est l'apprentissage direct de la vie. Il se tire une merveilleuse clarté, écrit Montaigne, pour le jugement humain de la fréquentation du monde. C'est Raymond Lebègue, membre de l'Institut, qui évoque les idées pédagogiques de Montaigne. Alors, il faut tous les savoirs que nous avons évoqués, bien sûr, mais il y a l'activité physique, il y a l'idée d'aller dans le monde, ce que l'on retrouve déjà chez Rabelais, c'est pas Montaigne du tout qui met ça en place. Mais on peut dire, Christine Bénévent, que ici nous avons une caractéristique particulière de la pédagogie humaniste, c'est sortir, aller dehors, aller voir les gens et faire un peu de sport. Oui, alors la critique de Montaigne, elle s'adresse surtout aux pédants, et donc il y a vraiment l'idée de ce savoir qu'on n'acquerrait que par les livres et qui servirait à s'entregloser sans cesse. Et donc, il y a effectivement l'idée d'une école de la vie. Après, la question de l'activité physique, que ce soit chez Rabelais ou Montaigne, c'est quand même aussi lié au personnage qu'on éduque. C'est-à-dire, c'est un jeune homme, un jeune noble, un gentilhomme, donc qui doit avoir un corps exercé à la natation, à l'équitation, à l'endurance. Après, chez des humanistes qui se préoccupent surtout de former l'esprit, on va faire un peu le service minimum pour que on ait un corps sain. Voilà. La question du corps, par exemple, chez Erasme, dans la civilité puérile, c'est un peu le corps dressé à bien se tenir, à pas se moucher dans la nappe, des choses comme ça. Mais la question de l'activité physique, je pense qu'elle est quand même en grande partie liée à la personnalité qu'on entend former, qui doit effectivement pouvoir faire usage de son corps dans le combat, notamment. Cette histoire-là est une histoire du corps et ça nous rapporte à cette histoire des femmes aussi, parce que évoquer l'activité, la formation du corps, c'est exclure aussi les femmes de toute une partie de cette éducation. Ah oui, l'idée dans les traités officiels qui parlent des femmes, c'est que la femme doit se préparer à être une épouse et à faire des enfants. Donc elle n'a pas besoin de faire de la gymnastique, elle n'a pas besoin de... Bon, mais dans la réalité, il y a aussi, faut faire attention qu'il y a ce qui se dit, il y a ce qui s'écrit, puis il y a ce qui se pratique. Dans la noblesse, par exemple, les femmes font du cheval, elles ont des activités, elles font la Marguerite de Valois dont on parlait tout à l'heure, elle parle à un moment d'une chevauchée qu'elle a dû faire quand elle était en Flandre, et il y a eu un soulèvement en Flandre, il a fallu qu'elle rentre dardard en France. Ils ont chevauché, elle et ses proches ont chevauché pendant des heures, et ils savaient faire. Les femmes savaient faire. Donc il y a et par ailleurs, on a beaucoup de femmes qui savent se battre aussi. On a oublié ça, mais les filles quand elles sont éduquées avec des garçons à la campagne, etc., on sait se battre, on sait d'autant qu'on est dans des périodes quand même assez où il y a des guerres, où il y a pas de police très qui peut vous permettre d'être en paix chez vous. Donc on sait se battre. Les femmes savent se battre, pas forcément avec autant de savoir que les gens qui ont qui ont eu des maîtres d'armes, mais elles savent se battre, y compris à l'épée, avec les bâtons, avec tout ce qu'on veut. Donc il y a ce que disent les savants et puis il y a ce qui se pratique à côté. Oui, d'ailleurs, Malocène, le héros de Daniel Pénac, qui admire beaucoup Louise Labbé, cite un de ses poèmes et dit « Et après avoir écrit ça, elle va se battre. Enfin, elle prend l'épée,
elle va se battre. Donc il y a vraiment cette image. Alors ça, c'est de Louise Labbé. Bon, c'est une image un peu légendaire. C'est une légende, l'idée que Louise Labbé aurait participé à des combats, etc. Mais voilà, il faut prendre ses distances par rapport à d'abord ce qui est écrit, et ensuite ce qu'on imagine. On imagine toujours que les pauvres filles, pauvres femmes, dans les maisons, ne sachant rien faire, des potiches, etc. C'est absolument pas le cas. Et on le voit d'ailleurs pour arriver à faire publier ces sonnets. Même encore aujourd'hui, c'est pas facile de publier un livre. J'imagine qu'au XVIe siècle, c'était très difficile, et en tant que femme, il était possible de le faire. C'est vraiment cette histoire-là qui nous a guidés aujourd'hui, cette histoire de la pédagogie au temps de l'humanisme. Merci vivement à toutes les deux. Éliane Viennot. Alors, Éliane Viennot, je pourrais citer tous vos livres, mais sinon, on va les retrouver sur le site Le Cours de l'Histoire, franceculture.fr. Il y a ces 16 études sur Marguerite de Valois, En finir avec l'homme, chronique d'une imposture, et puis bien sûr, ces volumes de La France, les femmes et le pouvoir. Merci vivement à vous aussi, Christine Bénévent, avec cet abécédaire insolite du livre ancien, entre autres, et ses mémoires d'encre, histoire, miroir d'encre, histoire du livre, désir de lecture. C'est ce qui nous guide dans l'humanisme, le désir de lecture. Mais à vous écouter, on sent qu'il n'y a pas que ça. Une histoire du genre, une histoire du corps, et bien sûr, et vous l'avez rappelé assez, Éliane Viennot, une histoire sociale. Nous parlons bien souvent des élites. Merci vivement à toutes les deux. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment les frontières actuelles de la France se sont-elles imposées ? Dans ses recherches sur l'histoire des frontières de France, Daniel Nordman a montré que les mots « frontières » et « limite », que l'on considère aujourd'hui comme des synonymes, n'avaient pas le même sens dans le passé. Le terme « frontière », issu du vocabulaire militaire, était utilisé jusqu'au XVIIe siècle pour signaler une zone fluctuante d'insécurité, de risque, de transgression et de conflits latents que les États se devaient de surveiller. Le territoire était vu comme une étendue définie par sa forme, plus que par ses limites précises. Pour décrire le royaume, les monarques utilisaient des images spatiales fluctuantes empruntées à la géographie, le Rhin, les Alpes, et aussi ce qu'on appelait alors les 4 rivières, Escaut, Meuse, Saône, Rhône, servaient à désigner des parties du royaume de France. Daniel Nordman a étudié en détail les accords diplomatiques concernant la cession des territoires lors des traités passés entre les États. Il a examiné la façon dont était effectué le bornage des villages, placés sur la ligne de partage. Il s'est intéressé aussi aux contestations innombrables qui se déroulaient dans les zones frontières et aux enquêtes réalisées auprès des notables locaux. Il en a conclu que, jusqu'au XVIIe siècle, le territoire d'un État souverain était perçu un peu comme un puzzle. Ce qui comptait, c'est l'assemblage des unités élémentaires qu'il contenait, plus que le tracé de ses limites. Toutefois, une nouvelle pratique de la territorialité est apparue dans la seconde moitié du XVIIe siècle, quand la régularisation précise des confins a commencé à faire problème. Les batailles autour des reconnaissances de droits, qui étaient fréquentes au XVIIe siècle, ont cédé progressivement la place à des enquêtes de terrain, pour évaluer très précisément ce qu'impliquaient les rectifications de frontières et l'échange de territoires. Le concept de frontière d'État, tel qu'il existe aujourd'hui, s'est fixé définitivement pendant la Révolution, au moment où a triomphé le principe de la souveraineté nationale. L'exemple de la principauté de Porrentruy montre bien comment s'est concrétisée cette nouvelle perception du territoire. Placée sous la coupe des princes-évêques de Bâle depuis 1528, cette principauté a été annexée par les armées révolutionnaires en avril 1792. Porrentruy devint alors le chef-lieu du département français du Mont-Terrible, incorporé ensuite au département du Haut-Rhin, avant d'être rattaché à la Suisse lors du traité de Vienne en 1815. L'occupation de ce territoire par la France s'accompagna aussitôt d'un travail méticuleux visant à tracer la nouvelle frontière. Elle fut balisée par des centaines de bornes où figuraient de chaque côté les armes des deux souverains. Même si le français devint alors la langue officielle de ce nouveau département, il faut préciser qu'à cette époque,
on ne cherchait pas encore à faire coïncider les frontières physiques d'un État et les frontières linguistiques. C'est seulement durant la première moitié du XIXe siècle que des prétentions territoriales fondées sur la langue ont commencé à se développer pour alimenter les discours sur le principe des nationalités. Merci Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Viudès, Jeanne Delecroix, Jeanne Copet, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France.